bienvenue dans Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michèle Ruffo, formatrice, coach et conférencière sur la répartie, et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Dany Gerbinet. Bonjour Dany. Bonjour Michel. Dany, vous êtes le fondateur de l'Institut de l'Inverse, vous êtes thérapeute stratégique, formateur et auteur, vous pratiquez, enseignez l'approche systémique stratégique de Palo Alto, qui m'est chère. C'est cette approche qui permet de sortir de difficultés relationnelles et qui est la base de Muscle ta répartie. Vous avez écrit 3 ouvrages sur le sujet, Le Baron chez les psys et Le thérapeute et le philosophe, et un ouvrage en 2 tomes intitulé Ce qui nous relie. Aujourd'hui, vous recevez en visio des patients pour des difficultés relationnelles telles que des difficultés conjugales, ou des parents, ou encore des professionnels victimes de harcèlement. Et vous faites découvrir cette approche grâce à du mentorat aux personnes qui débutent ou aux personnes déjà aguerries. Alors, pour Tout à fait. démarrer, Dany, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez appelé votre institut l'Institut de l'Inverse? Alors, comme vous le disiez, en fait, je pratique la thérapie brève modèle de Palo Alto et cette méthode particulière repose sur une prémisse un peu étonnante qui est que c'est la tentative de solution qui crée, qui alimente et qui aggrave le problème. Donc, autrement dit, c'est ce que les gens font pour régler un problème qui le crée, qui l'aggrave ou qui le maintient. Et la stratégie de résolution de problèmes consiste à leur donner des tâches, on parle un peu plus élégamment d'expériences émotionnelles correctrices, qui ont pour objectif de bloquer cette tentative de solution inadéquate, et on considère que la meilleure manière de bloquer cette tentative de solution inadéquate, c'est de leur proposer de faire l'inverse, d'où le nom de mon institut. Très clair. Alors, je sais que vous intervenez dans différentes situations et il y a des situations en particulier qui m'intéressent, qui sont celles où on a son manager à gérer. Moi, c'est quelque chose dont on me parle souvent, où j'ai un manager, il est très intrusif et du coup, il me laisse pas prendre toute la place. Est-ce que vous avez déjà eu cette situation? Alors oui, on a eu récemment, je dis on a eu récemment parce que c'était dans le cadre d'un travail en équipe, une situation comme celle-là où on était contacté par un monsieur très sympathique qui était responsable d'une équipe d'une petite dizaine de personnes et qui avait quelques soucis avec son N plus 2 en fait, qui était une dame, je sais pas, appelons-la Lucie. La difficulté de cet homme, en fait, était qu'il estimait que cette dame ne cessait d'empiéter sur son périmètre, en fait. Et ce qui insécurisait son équipe, puisque l'équipe avait subitement affaire à ce qui était pour eux un N+3, qui leur demandait des comptes, qui parfois demandait des informations qu'ils n'avaient pas, etc. Et notre client avait des chouettes valeurs. En fait, lui, il voulait absolument protéger son équipe. Il estimait que ça faisait partie de son rôle, de sa mission. Et donc, ce qu'il faisait, c'était essayer de faire en sorte de protéger son périmètre. Et donc, on s'était rendu compte par le questionnement qu'il avait eu une première tentative de solution, dirait-on, une première démarche, en fait, assez logique, où il avait interpellé son N+1 en lui disant bah, est-ce que tu pourrais pas expliquer à Lucie que ce serait peut-être bien qu'elle arrête de faire ça, etc. Pas de chance pour lui, ce N+1 était quelqu'un qui avait horreur des situations conflictuelles, en fait, et qui, du coup, n'avait pas. Soit il l'avait fait mais de manière infructueuse, ou je pense plutôt qu'il était dans une espèce de sorte d'évitement, comme ça. C'était voilà, quelqu'un qui n'aimait pas du tout la perspective de se retrouver dans une situation potentiellement conflictuelle. Et donc, il lui avait alors demandé dans un deuxième temps l'autorisation d'aller directement trouver sa N+2 pour essayer de régler le problème en lui expliquant que voilà, quand elle faisait ça, c'était pas adéquat parce qu'il se sentait disqualifié, parce que ça insécurisait ses équipes, etc.
Et ça, N+2, dans un premier temps, disait bah oui, 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 je comprends, mais au-delà de la bonne résolution, quelques temps plus tard, il apprenait de nouveau par des membres de son équipe que ah bah Lucie est venue, elle nous a demandé ceci, on était embarrassés, etc., etc. Et la situation se répétait en fait. Et donc, ce qu'on lui a proposé finalement, qui peut paraître un petit peu bizarre en fait, c'était effectivement d'envoyer un message différent. Il n'est pas exclu que la relation entre ces deux-là était en train de se tendre un petit peu et que la Lucie en question ait une sorte de bénéfice secondaire pas toujours très sain, sans vouloir poser de jugement, mais qu'elle avait une espèce de plaisir à le mettre dans une situation inconfortable en fait. Hmm. Et donc, ce qu'on lui a proposé, la tâche ou l'expérience émotionnelle correctrice, pour employer des grands mots qu'on lui a proposé, c'était effectivement d'aller retrouver sa N+2 en lui disant, mais écoute, finalement, j'ai réfléchi. C'est drôlement intéressant que tu viennes, toi, directement gérer des situations qui normalement m'incombent, puisque ça m'évite d'avoir à le faire, en fait. Et donc, bah, écoute, voilà, viens quand tu veux, finalement, c'est autant de tâches que j'ai à gérer en moins, etc. Et donc, voilà, aucun souci, n'hésite pas, t'es la bienvenue, en fait. Et assez curieusement, c'est cette intervention-là qui a permis. Alors, il avait des craintes parce que, comme souvent, quand on propose ce genre de consigne, la crainte de la personne, c'est oui, mais si je l'autorise, ça va être encore pire en fait. Et donc, Si j'ai quoi? les Si j'ai gens pensent quoi? que ça va être pire en fait. Que ça va être pire, oui. Oui, Hmm. vous voyez, si déjà en l'en empêchant, elle vient, si je lui dis en plus de continuer, elle va venir deux fois plus. Elle va venir encore plus. Ok. Et Voilà. cette personne, vous m'avez dit qu'elle avait des belles valeurs, qu'elle protégeait son équipe, etc. Elle n'a pas résisté Oui. en disant mais ça va pas la tête, mon équipe, je la protège, je vais pas leur envoyer le dragon les voir. Merci pour cette question. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, on avait pris ça en compte en lui disant de trouver effectivement les membres de son équipe et d'expliquer la stratégie, en fait, de leur dire, écoutez, voilà, j'ai essayé jusqu'à présent de faire en sorte que cette dame ne soit pas trop intrusive, mais je me rends compte que ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé une stratégie différente maintenant. Il est possible que dans un premier temps, ça continue comme ça, mais sachez que c'est une période intermédiaire et que je suis en train de gérer la situation et vous pouvez venir vers moi si elle vous met en difficulté en fait. Euh, En réalité, cette précaution-là était plus pour le rassurer lui qu'elle s'est avérée pas nécessaire en fait, puisque Hmm. le fait d'inverser sa tentative de solution, comme souvent, même si ça paraît un peu étrange et un peu magique, a permis de régler le problème en fait. Et donc, Hmm. on s'est rendu compte à la séance suivante que il faisait état d'une amélioration et même que la relation entre sa N+2 et lui-même s'était détendue en fait, parce qu'il n'y avait plus de raison de rentrer en conflit. Hmm. Voilà Donc il un résistait exemple. plus. Il résistait plus au fait qu'elle venait. Il y avait plus rien il y avait plus de raison de résister Hmm. parce qu'elle venait plus. Hmm. Non, elle n'est Oui, plus tout à fait. venue, en fait. Ouais. C'est Ok. pas qu'il résistait plus au fait qu'elle vienne, c'est qu'elle est simplement plus venue. Hmm. Je Ok. pense que le fait d'être un peu privé de cette espèce de bénéfice, en fait, je pense qu'une partie de l'explication tient au fait qu'elle avait une sorte de plaisir à le mettre dans l'inconfort. À partir du moment où il lui dit, mais ça m'arrange, il n'y a plus cette sensation de mettre l'autre dans l'inconfort et ça a beaucoup moins d'intérêt, en fait. Et donc ça s'arrête. C'est un peu la Hmm. même chose dans certaines situations de harcèlement, en fait. Tout à fait. Et comment, je sais que cette situation que vous décrivez, elle arrive à beaucoup de gens. Elle arrive à vraiment Mm. beaucoup de gens. Comment savoir si on est dans la bonne situation et qu'il faut faire ça? Pour tous les gens qui ont peur et qui nous écoutent et qui se disent, tiens, je vais tenter ça. Comment savoir si c'est adapté et que ça va pas aggraver? Je pense que le critère, en fait, c'est d'essayer de savoir est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça fonctionne ou pas? En fait, si ça Mhm. fonctionne, il n'y a absolument aucune raison de changer ça. Si ça fonctionne pas, il faut peut-être penser effectivement.
à ces stratégies qu'on appelle dans notre jargon des prescriptions du symptôme. Donc il y a une petite métaphore qui permet de comprendre un petit peu ça. Donc je vous raconte l'histoire. Voilà, on imagine qu'il y a un fermier qui est en train d'essayer de faire entrer un âne dans son étable. Et il a une attitude de bon sens qui est d'attraper l'âne par le bridon et puis de tirer pour le faire rentrer dans le box. Sauf que l'âne freine des quatre fers, en fait. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il tire plus fort, et l'âne freine plus fort, et il continue à tirer, l'âne est plus fort que lui, et donc la situation est un peu bloquée, il n'y arrive pas. Vient à ce moment-là un deuxième fermier, en fait, qui regarde la scène et qui a une attitude qui peut paraître complètement dingue, c'est-à-dire qu'il attrape l'âne par la queue, et il tire très fort comme s'il voulait l'éloigner du box. Et la réaction de l'âne est la même. Il freine des quatre fers. À ce moment-là, le fermier lâche la queue de l'animal qui, avec l'effet inverse, se retrouve dans le box en fait. Mais il serait bien entendu absurde d'essayer de faire rentrer les ânes dans les box en les tirant par la queue. En fait, on a recours à ce type de stratégie que lorsque la stratégie de bon sens a pas fonctionné. C'est ça, donc il faut déjà faire le point sur qu'est-ce que j'ai essayé par rapport à la situation pour que ma chef arrête de m'embêter. Ouais. Est-ce que j'ai déjà essayé quelque chose, effectivement et puis à ce moment-là, on peut peut-être chercher quelque chose de paradoxal si j'ai essayé la solution de bon sens, qui va être de lui dire s'il te plaît, arrête, en fait, parce que ça m'empêche de prendre toute ma place. C'est bien Exactement, ça? c'est ça. C'est exactement ça. Oui. La difficulté étant que quand on est soi-même pris dans ce type de situation, on a plutôt tendance à renforcer ce qu'on est en train de faire en se disant que si on essaye plus fort, ça va finir par marcher. Euh, c'est plus facile quand on est extérieur, en fait, quand on est dans une position de coach, de consultant, de thérapeute, etc., de se dire, oups, ces efforts-là ne font qu'aggraver les choses, proposons-leur une direction qui va en sens inverse. Mais c'est C'est possible de se ça. l'appliquer à soi-même, mais on n'a pas le même recul que quand on est dans la position d'aider les personnes qui sont un peu enferrées dans ce genre de situation. Tout à fait. Alors, il y a une autre situation dont on me parle souvent, qui est la peur de la prise de parole en public, alors notamment à un moment qui est l'interaction. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils prennent tout l'espace et ensuite ils disent oh zut, il n'y a plus de temps pour les questions, au revoir monsieur, dame. Et donc ils ont évité toute interaction avec le public et c'est comme ça qu'ils s'en sortent de cette peur. Donc c'est ça que je vois le plus souvent. Est-ce Oui. que oui, il y a des techniques que vous conseillerez, issues de l'approche systémique, pour bah, dompter sa peur et prendre la parole en public. L'idée de dompter sa peur, en fait, bon, en général, la peur, ça, c'est une émotion qui, comme toutes les émotions, a son intérêt. La nature nous a doté de toutes sortes d'émotions qui visent généralement à nous maintenir dans un état satisfaisant. Et la peur, elle nous pousse à fuir, elle nous pousse à éviter en fait, les situations qui nous font peur, ou à ne pas mettre en œuvre un comportement dont on se dit qu'il pourrait être un peu dangereux pour nous. Donc il y a des situations dans lesquelles c'est pas la peine de vouloir aller affronter un lion avec un cure-dent. Là, effectivement, ils vont mieux éviter. C'est un évitement fonctionnel. Par contre, la prise de parole en public peut induire un évitement qui est moins fonctionnel, en fait. Et le drame dans ces situations-là, c'est que quand on évite, il se passe deux choses. La première chose, c'est un espèce d'effet de soulagement. Si j'ai pas pris la parole dans la réunion, ok, je suis tranquille, je me suis pas exposé, etc. Et le deuxième effet, il est beaucoup plus pernicieux, c'est-à-dire qu'on s'auto-adresse le message qui est j'ai pas été à la hauteur en fait, j'avais des choses à dire, j'ai pas. Hein. Et donc ce deuxième message-là, il pioche dans notre foi, en notre capacité à affronter ce genre de situation. En fait. Et quand la situation se renouvelle, à la réunion suivante ou à la prochaine, au prochain contexte qui nécessite que la personne s'exprime en public, elle l'aborde avec un potentiel de confiance qui est écorné, la tentation de l'évitement est encore plus grande, et donc le cercle vicieux commence à se construire. C'est-à-dire que de nouveau j'ai évité, donc de nouveau j'ai été soulagé, mais je me suis adressé le message que décidément, j'y arrive pas en fait, et ainsi de suite. Quoi. Et donc l'idée ici aussi, c'est d'inverser ce processus en fait. Et donc d'amener la personne dans un premier temps à commencer à affronter ses peurs. Et pour ça,
à reconnaître leur légitimité, en fait. C'est vrai que prendre la parole en public, je suis relativement bien placé pour le savoir, puisque il m'arrive d'animer des formations, des conférences, etc. Et puis, voilà, ça me rappelle des souvenirs personnels. C'est une situation de vulnérabilité, en fait. Vous prenez la parole devant un public, bah, tous les yeux sont braqués sur vous. Et puis, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde, on n'est jamais à l'abri d'une intervention qui peut vous mettre en difficulté, ça va échapper à personne, etc. Donc le premier discours qu'on tient aux personnes, c'est de dire, bah oui, vous avez de bonnes raisons d'avoir peur de ça, en fait. Il y a réellement des risques, en fait. Mm. Maintenant, si vous voulez dépasser ces difficultés-là, il faut bien les affronter, en fait. Donc il y a une première phase de préparation où on leur propose une tâche, encore une fois paradoxale, qu'on appelle généralement le fantasme du pire, où on Mhm. les amène à imaginer les pires choses qui pourraient se passer si réellement ils prenaient la parole en public, en fait. Et curieusement, le fait d'affronter de manière imaginaire d'abord leurs peurs bah, fait en sorte que les peurs reculent. On résume ça dans mon contexte professionnel par l'espèce de maxime qui est qu'une peur qu'on évite, elle grandit, elle vous envahit, elle se transforme en anxiété généralisée, parfois en crise d'angoisse pour certains. Et une peur qu'on affronte, elle recule. Donc le fait d'affronter leur peur d'une manière imaginaire, déjà fait reculer la peur et les met dans une condition un peu plus confortable psychologiquement pour affronter la situation. Quand ils affrontent la peur, est-ce qu'ils l'affrontent enfin, en cabinet, on va dire, devant vous, ou est-ce que c'est une tâche qu'ils font chez eux? Les deux façons de faire sont tout à fait possibles. Certains disent qu'il faut le faire en cabinet. En fait, moi, ce que je fais, c'est je commence à le faire pendant la séance pour que la personne, parce que ça paraît bizarre aux personnes ce genre de tâche en fait. Mm. Quelqu'un qui a peur, on lui demande d'imaginer le pire. Et si on ne prend pas un minimum de précautions pour expliquer ça, il va commencer à douter de la santé mentale de son thérapeute. Peut-être à raison, je plaisante. Euh, J'étais et curieuse, donc justement, il si vous faut, le faites en séance, donc vous oui, amorcez en séance le process et ils terminent voilà. chez eux finalement le process. Et voilà, et J'étais donc on curieuse. leur propose de le faire un quart d'heure, 20 minutes Mm, chez eux tous les soirs, de mm, convoquer leur peur, etc. Voilà. ouais. Et Et c'est finalement, ça. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'ils se disent, ah bah tiens, est-ce qu'ils vont m'envoyer des tomates? Bah non, ils n'ont pas de tomates, ils vont pas m'envoyer de tomates. Ok, Oui, voilà. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, Qu'est-ce qui... c'est exactement ce que vous dites, c'est que ben, ils se rendent compte qu'il y a une. C'est pour ça qu'on parle du fantasme du pire, c'est qu'il y a une part des Mm, peurs qui sont un peu fantasmatiques, mais qu'il y a aussi des risques réels en fait. Et donc, mm, mais alors bon, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais un adversaire dont vous identifiez si vous identifiez comment la situation pourrait devenir délicate pour vous, bah, du coup, ça vous invite à contacter vos ressources aussi pour faire face aux difficultés éventuelles qui pourraient se présenter. En fait, donc vous arrivez mieux armé. Plutôt que d'arriver mm. comme ça en se disant pourvu que tout se passe bien, vous arrivez là en vous disant bah, même si ça va jusque-là, bon, bah, j'ai encore telle ou telle ressource à ma disposition. Donc on est déjà un peu plus confiant. Ok, donc c'est aussi pour se préparer. Et Voilà. aussi pour se rendre compte qu'ils vont pas nous manger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça qu'ils vous Ben, disent à se la séance dire, d'après? par exemple, ça, excusez-moi de vous dire ça, Michel, mais c'est le genre de choses que je dirais jamais à un patient, en fait, quoi. Non, mais Parce est-ce que que, eux le disent ça? Est-ce que eux disent parce ça? qu'eux se le disent, et probablement que les gens bienveillants de leur entourage vont aussi dans le sens d'essayer de le Non, rassurer c'est en disant, ça, ben, tu c'est ça. sais, ça va bien se passer. Hmm. J'ai une petite situation, bon, c'est un peu différent des cas de prise de parole en public, mais pour vous expliquer le processus, il est le même. Dans l'exemple que je vais vous donner, j'avais reçu un papa et une jeune fille qui me consultaient parce que la jeune fille était tétanisée à l'idée de passer un concours de piano, en fait. Donc c'était un enjeu important pour elle. Elle était brillante. Son papa était musicien lui-même, était très encourageant, etc. Et malgré tout, cette jeune fille faisait des crises d'angoisse, avait des crises de larmes, était hyper stressée, plus la date de son, je ne sais plus comment dire, son concert approchait, etc. Et,
cet homme avait exactement le même genre de tentative de D'accord. réassurance. En fait, on lui dit, mais ça va bien se passer, t'es brillante, t'as répété plein de fois, tu connais ce morceau par cœur, chaque fois que tu l'as joué, les gens, enfin, en famille, tout le monde s'est rendu compte que c'était une bonne maîtrise de ton instrument, de ce morceau, etc. Et plus il disait ça, et je me rendais compte que la jeune fille se Ça recroquevillait ne marche encore pas. plus. Ouais, ça marchait pas. Tout son non-verbal exprimait que je me sens pas du tout reconnu là-dedans. Et en fait, je suis allé dans l'autre sens en lui disant, mais c'est normal que tu aies peur, en fait. Tu vas te retrouver là devant des gens il va y avoir un silence terrible au moment où tu vas devoir te lancer. Tous les regards vont converger vers toi. C'est une situation de grande vulnérabilité. Même si tu connais bien ton morceau et tu n'es jamais à l'abri de faire une fausse note, ça va échapper à personne, etc. Donc c'est normal que tu aies peur, en fait. Et Mm. donc c'est ce genre de discours qui permet à la personne d'abord de se sentir rejointe dans ce qu'elle vit, en fait. C'est-à-dire qu'elle a réellement des bonnes raisons d'avoir peur et celles-ci sont Mm. reconnues. Mm. Si elle se sent légitimée dans sa peur, elle va déjà lutter moins contre sa peur, elle va être moins essayer de la juguler, de la maîtriser, etc. Voilà. Et puis après, ben, ça peut permettre d'aller dans le sens du fantasme du pire, etc. Et d'arrêter aussi le discours de réassurance du père, en fait. Je lui disais, mais Mm. reconnaissez que votre fille a des raisons d'être angoissée, que je suis sûr que quand vous lui dites, allez, tu vas voir, ça va aller, tout va bien se passer, je ne doute pas de votre amour paternel et de votre bienveillance. Simplement, vous êtes en train de nier toutes les bonnes raisons qu'elle a d'avoir peur, en fait. Ça ne lui rend pas service. Donc je vais vous Mm. demander de Mm. reconnaître, vous aussi, que éventuellement, ça pourrait peut-être pas se passer si bien que ça, et qu'il y a quand même des raisons d'être inquiet dans une situation pareille, en fait. De façon à ce que son Mm. niveau de stress reste pas nul non plus. Il ne faudrait pas qu'elle arrive là en se disant zéro peur, mais que le niveau de stress soit juste suffisant pour soit proportionnel à la situation, en fait, soit adéquat par rapport à la situation, pour qu'il soit adapté. Mm. Donc là, dans cette situation, vous êtes intervenu à la fois sur la jeune femme qui avait ce concert de piano et qui finalement psychotait et avait très, très peur, et aussi sur Mhm. ce qui aggravait à côté, qui était non seulement elle, elle aggrave en Exactement. psychotant, mais on a aussi un entourage aussi. Parfois, on oublie de regarder tout l'entourage aussi dans les situations d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont en Tout à train fait. d'aggraver le truc? Et là, je comprends qu'il y a le papa qu'on coupe. Il faut arrêter de faire Oui, ça, il c'est faut ça. aller dans le éventuellement alimenter dans l'autre sens pour dire ah, Tout tu as à fait. raison d'avoir peur. Voilà, Hmm. exactement. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est souvent avec beaucoup de bienveillance d'ailleurs. L'entourage contribue à alimenter le problème, quoi. Donc il faut tenir compte aussi, ce qu'on appelle dans mon jargon les tentatives de solution de l'entourage. Hmm. Tout à fait, ok. Bah, très bien pour cet exemple. Alors moi, la question que je posais quand je disais est-ce que eux disent je vais pas me faire manger, c'est qu'est-ce qu'ils disent en séance suivante quand vous avez dit par exemple à quelqu'un qui a une Mm. difficulté pour une prise de parole qui va venir, qui a vraiment trop Mhm. peur, qui veut pas y aller et qui fait un évitement total, qui a très très peur, à qui vous dites on va réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer de pire, vous avez très raison d'avoir peur, etc. La Mhm. séance suivante, est-ce qu'elle arrive en disant ah bah j'ai tout bien réfléchi, c'était pas si grave? Est-ce qu'il y a un Oui, déclic? ça arrive réellement, en fait, qu'ils disent ça. Je me suis rendu compte que c'était pas si grave, etc. Ça va beaucoup mieux. Souvent, d'ailleurs, ils font pas la tâche aussi longtemps que je leur propose de le faire 20 à 30 minutes par jour jusqu'à l'entretien suivant, en général, qui était espacé de 8 à 10 jours. Et souvent, il dit, bah, après 3 4 jours, j'ai arrêté parce que ma peur avait diminué, c'était toujours la même chose qui apparaissait, et donc c'était plus nécessaire, en fait. Donc c'est l'indicateur que bah, leur peur est restée à un niveau il faut pas non plus chercher à se débarrasser de toute peur, quoi. Hmm. C'est comme le stress, en fait. Un excès de stress va avoir des effets paralysants, mais avoir le stress à un niveau suffisant que pour faire face à la situation, c'est intéressant. Donc, Hmm. c'est Donc, ça. dans En certains général, cas,
Donc dans certains cas, il y a un déclic, si je comprends bien, et dans d'autres cas, non. Mais par contre, vous disiez, ça aide à être plus préparé et à quand même y aller à cette prise de Ben, parole. si les gens font la tâche, dans tous les cas, il y a une amélioration. Alors, ça ne suffit pas nécessairement à tout régler, puisque de toute façon, l'épreuve de vérité, c'est quand ça se passe in vivo, quoi. Et donc là, il y a une deuxième stratégie qui peut compléter la première, c'est ce qu'on appelle dans mon jargon afficher au lieu de cacher, en fait. Parce que souvent, euh, la tentative de solution alors d'une personne qui doit prendre la parole devant un public, devant un groupe, etc., quand elle n'est pas très sûre d'elle, c'est de tout faire pour que ça ne soit pas perçu, en fait, et donc Mm. d'essayer de prendre une espèce de position où on essaye d'être assuré, de prendre une espèce de position haute, etc., etc. Et en fait, en général, ça passe très mal, quoi, parce qu'on sent quand même le malaise de la personne, etc. Et c'est précisément cette attitude-là qui risque d'induire une espèce de réponse en symétrie. Il y a une phrase qu'on utilise souvent en thérapie brève qui est on finit par provoquer ce qu'on essaye d'éviter, en fait. Voilà. Je peux vous prendre mon exemple personnel. Parce que je suis passé par là, moi, tout au début que je donnais des formations, en fait. Donc, j'ai eu la chance de découvrir ce modèle-là il y a longtemps, vu mon âge. Euh, et donc, il a été introduit en Europe par un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Hutezal, qui a créé l'Institut Gregory Bateson de Liège, en hommage à Bateson, qui est le chercheur à partir des travaux duquel cette méthode-là a été mise au point. Quand il a créé cet institut, il m'a proposé une collaboration professionnelle et cette méthode-là était inconnue en Europe en fait. Et j'ai commencé à prendre quelques patients et très vite il m'a dit bon bah écoute voilà t'as lu Betson, tu t'en es bien sorti avec les patients, bah, bon, est-ce que tu voudrais commencer à donner des formations? Je dis oui. Et j'espère, en fait, je dois vous dire que là, j'ai commencé à avoir très peur et j'espérais que ça se ferait pas. Et donc, il a fait un peu de publicité, etc. Il a loué une salle et je me disais, c'est pas personne, on est des illustres inconnus, ça va pas marcher, son truc, je suis tranquille. Sauf que il a commencé à avoir des gens qui Malheureusement. s'inscrivaient. Oui, c'est ça, malheureusement, ça marchait. Et donc j'ai posé des questions, je dis, oula, mais ils sont combien? Oh, pour le moment, ils sont 8. Je dis, ah bon, 8, mais tu ouvres le groupe à partir de combien? 12. Je dis, bon, ça va. Oui. Donc j'ai cherché à me rassurer. Et c'est qui ces gens? Ils me disaient, bon, on a 3 psychiatres. Ah bon? Autant de psychanalystes? Ah, des coachs. C'est quoi au juste? Coach. Voilà, et puis je me rendais compte que j'étais hyper stressé. Et mes premières journées se sont très très mal passées en fait parce que justement j'essayais de nier toutes les raisons que j'avais d'avoir peur et je me disais allez il faut que j'y aille etc. Et donc je prenais une espèce de position haute et comme je venais en plus avec une approche qui contredisait toutes les valeurs et toutes les théories de ces gens, je Mm. générais des résistances terribles. J'en ai des souvenirs cuisants. Je me souviens de personnes qui avaient ouvert leur journal devant moi pour bien me signifier que ce que je disais, ça ne tenait pas la route. D'autres qui sortaient de la pièce, etc. C'était horrible. Et donc là, j'étais très demandeur pour un changement, en fait. Et en discutant avec mon directeur et ami, donc j'ai eu cette tâche, en fait, de me dire, ben, ok, ben, il y a de bonnes raisons de stresser là-dedans. Voilà. Donc je me suis fait mon fantasme du pire, a commencé à dégonfler un peu les choses. Et puis j'ai utilisé ces stratégies dont je vous parlais il y a un instant, qui est d'afficher au lieu de cacher. C'est-à-dire, au lieu d'arriver en tentant de prendre une position d'expert assuré qui allait leur expliquer les choses du haut de ma jeunesse et de mon peu d'expérience, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire, je leur disais, bah, écoutez, voilà, il y a parmi vous des gens qui ont une expérience clinique beaucoup plus longue que la mienne, qui ont vu plein de patients et qui sans doute ont déjà de bons résultats. Et moi, je n'ai pas encore une telle expérience clinique. Je débute, je viens avec un modèle théorique qui risque par moment d'être un petit peu choquant. Je vous prie de m'en excuser. Je suis donc assez stressé, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux, en fait.
Et c'est le fait d'afficher ma peur, ma faiblesse, d'une certaine manière, qui... Enfin, je pense que pour afficher une faiblesse, il faut déjà être relativement fort, en fait. Alors que quand on Hmm. essaye de la cacher, c'est plutôt un signe qu'on n'est pas à l'aise et que... voilà. Et à partir du moment où j'ai pris cette posture-là, ben, je me suis rendu compte que les gens faisaient vraiment preuve de beaucoup plus de bienveillance, de beaucoup plus d'indulgence à mon égard, et que du coup la relation était beaucoup plus fluide. Et petit à petit, je suis passé d'une situation où la formation était pour moi une situation de souffrance terrible à une situation acceptable, à une situation plaisante, et puis à une situation passionnante, et où maintenant j'adore ça en fait. Mais si Hmm. j'avais pas inversé ma tentative de solution de départ, je ne serais pas là en train de vous parler pour aujourd'hui. C'est ça, ça aurait pu être dégoûtant comme, comme Voilà, expérience. j'aurais pu faire 2 journées en me Hmm. disant c'est pas pour moi, Hmm. je vais aller faire un tour dans les bois, on est à l'abri Hmm. de tout. Ça marche. Alors, ce qui me, dans ce que vous avez expliqué, il y a quelque chose qui me pose question. C'est sur le. Je fais comme si je suis expert dans cette formation. Je prends une posture particulière alors que à l'intérieur j'ai très peur. Mhm. Donc là j'entends qu'il y a l'histoire de la posture haute face à des gens qui, enfin, psychanalystes, Mhm. s'estiment déjà Ouais. quand même pas mal Mhm. calés, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais d'un Mhm. autre côté, alors je sais pas si ça va faire sens ou pas, ce que je veux dire. Moi parfois je dis aux gens notamment en répartie, parce qu'en répartie, quand on dit quelque chose, c'est quand même pas pareil quand on le dit en regardant dans les yeux, en se tenant droit, que quand on Mhm. dit dans sa barbe. Oui, Donc c'est tout à fait, tout à fait. parfois la manière de le Mhm. dire est aussi Mhm. importante que les mots qu'on dit pour avoir un impact. Mhm. Mais parfois on est quand même en train de devoir réagir et d'être flippé. Et donc Ouais. c'est vrai que moi je fais beaucoup semblant. Et finalement, faire semblant, alors c'est plutôt le comme si, c'est plutôt le comme si, alors c'est un peu différent, Oui. mais c'est plutôt le comme si. Alors peut-être que je Mhm. peux pas faire semblant, alors probablement, je peux pas faire semblant sur 2 jours de formation, mais je peux faire semblant sur le temps d'une répartie Mhm. et de faire comme si Mhm. j'étais. Donc généralement, quand Ah oui, quelqu'un oui. me fait une pique, là je me redresse alors même que j'ai envie de Mhm. m'effondrer, parce que je sais que ça Mhm. va l'agacer en fait, et que je sais que ça va Mhm. avoir plus Mhm. d'impact, ça va m'aider, même si au fond, bon, l'énergie, elle est pas là, mais c'est comme les gens qui sourient pour avoir, pour être heureux, et finalement, ça les fait sourire, et ça crée quelque chose à partir de rien. Oui, oui, ça peut fonctionner aussi. En fait, c'est ça, les situations sont toujours plus complexes que la manière dont on peut les exprimer en résumé. Je me rappelle avoir eu une situation comme celle-là avec une formatrice dont les journées s'étaient pas bien passées en fait et qui du coup était dans cette disposition d'esprit de se dire mon Dieu, je dois y retourner demain, je vais retrouver tous ces gens et ils m'ont plombé la journée d'hier et je dois encore y retourner aujourd'hui et je suis pas en forme et j'ai mal dormi, etc., etc. Et je me rendais compte que c'est horrible en fait ce genre de journée. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'est des journées qui paraissent durer des siècles en fait. On n'a aucune idée en tête. C'est vivement que ça se termine, que je puisse m'en aller de là, aller boire un verre ou regarder un film au cinéma, me changer les idées, etc. Elle était dans ces dispositions d'esprit-là. Et effectivement, là, mais c'était moins de la peur là qu'une espèce de lassitude. Enfin oui, si, il y avait de la peur aussi, mais il y avait surtout une espèce de pessimisme et d'abandon en fait. Voilà, et donc je lui avais dit, mais ce que je me permettais de la tutoyer, je lui avais dit, mais écoute, ce que je te propose, c'est pendant le premier quart d'heure, en fait, tu vas faire comme si tu étais super contente de les voir et que tu étais en pleine forme en fait. Voilà. Hmm. Elle me disait, mais après le premier quart d'heure, j'ai dit, si ne t'occupe pas, je te demande juste de faire ça pendant un Tu quart d'heure, lâches tu tout. verras. En fait. Et puis elle l'a fait, elle a vu que ça se passait super bien, donc elle l'a continué. Et voilà, donc dans ce cas-là, effectivement, la technique Ouais. du comme si peut être tout à fait intéressante. Oui, c'est assez vrai. Moi, c'est quelque chose en formation. En fait, il y a des personnes avec qui je travaille qui me disaient, mais comment tu fais pour que les gens se livrent, soient contents à tes formations? J'en sais rien, enfin, aucune idée. Et en fait, effectivement, je me suis rendu compte que si je commençais la formation comme si c'était la plus belle journée pour moi, alors que pas du Oui. tout. Parfois oui, mais quand même pas tout le temps.
Oui, c'est Ça ça. pouvait impulser quelque chose Mm. et le fait que je puisse Mhm. impulser du sourire, de l'énergie, ils peuvent m'en donner en retour, ce qui Ah, tout m'alimente à fait, aussi et puis ça m'aide tout à fait. à en faire une bonne journée. Ça Oui, marche pas oui, c'est toujours, ça. hein. En Il y tout a cas, des ronchons. c'est intéressant de voir ce qu'on Ça marche induit, souvent. en tout cas, dans la situation, et ça peut tout à fait contribuer à faire, à créer une dynamique beaucoup plus plaisante et beaucoup plus fluide que si on arrive en envoyant le message qu'on n'a absolument pas envie d'être là et qu'on porte tout le poids du monde sur ses épaules, c'est clair. Et c'est aussi c'est pour ça que il y a des mots du type enfin toxique ou les étiquettes en général que j'aime pas trop. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé que d'autres gens appellent toxiques et en fait je m'étais pas du tout rendu compte enfin ils ont pas du tout été toxiques pour moi donc ça dépend aussi Bien sûr, de comment on les prend. complètement. Il peut se passer autre chose. Complètement, oui, oui, c'est ça, mais enfin, peut-être que ça commence à s'adoucir un peu, mais ça fait des années que ce diagnostic de pervers narcissique, il y a une épidémie là, le nombre de gens que j'ai reçus en consultation qui me disaient mon conjoint ou mon épouse est un pervers narcissique, etc. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que une fois que en fait, c'est fluctuant, ça. Je me rappelle d'une dame qui, au départ, en sens, était très amoureuse de son compagnon et lui attribuait toutes les qualités. C'était une dame entre 30 et 40 ans, bien dans ses pompes, très jeune femme dynamique, avait créé sa propre entreprise, qui marchait plutôt bien, etc. Et qui, voilà, qui réussissait, selon les critères sociaux habituels, qui réussissait vachement bien dans la vie. Et elle était tombée amoureuse d'un monsieur par lecture interposée. C'est-à-dire, elle avait lu un de ses ouvrages, donc je précise, c'était pas moi. Elle avait lu un de ses ouvrages et elle avait trouvé que cet homme parlait avec une telle finesse, une telle délicatesse de ses personnages, etc., elle s'était sentie très touchée par son ouvrage. Elle lui avait écrit, en fait, en disant voilà, j'ai vraiment apprécié beaucoup, voilà. Et elle avait fait ça sans attente particulière, mais de manière un peu étonnante, cet homme avait répondu et une relation épistolaire avait commencé à se nouer, en fait. Et puis qui avait débouché sur les échanges étant tellement justes, touchants, etc., que des sentiments avaient commencé à naître chez ma patiente et une vraie rencontre avait eu lieu et ce passage du virtuel au réel avait été un succès. Et elle avait vécu une superbe histoire d'amour où il l'avait invitée dans un chalet à la montagne, avec le feu de cheminée, le décor de Noël, les vins fins, les délicieux repas et bien sûr une nuit d'amour voilà, qui avait l'air tout à fait au même niveau que le reste. Et donc elle était enchantée. Sauf que après, petit à petit, donc elle se disait ça y est. Sauf que après, pour avoir d'autres rendez-vous, c'était plus compliqué en fait. Il était très occupé. Il avait un salon littéraire par-ci, une conférence par-là, etc. Et donc elle avait commencé à se retrouver dans une position où elle était très quémandresse en fait, Hmm. qu'il veuille bien lui accorder un petit moment. Et il lui disait, ben oui, 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 bah écoute, on peut se voir une demi-heure dans tel parc, parce que après j'ai une conférence, puis tu comprends, j'ai un dîner. Et puis elle se rendait compte qu'il ne s'affichait jamais en public avec elle, que c'était toujours des rendez-vous en tête à tête, mais qu'il n'avait jamais présenté à personne. Et que sur les réseaux, il apparaissait par contre avec une autre dame qui avait l'air tout à fait affriolante. Et donc, et là, elle a commencé à se dire, mais cet homme est un pervers narcissique, en fait. Quoi. Et, et- et- donc là, il a fallu, là aussi, inverser ses tentatives de solution, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle arrête de quémander du temps, de quémander des choses en disant, bah écoute, voilà.
En fait, malheureusement, on se retrouve dans une situation là où soit elle change ses tentatives de solution et la personne se rapproche en fait d'elle parce que elle arrête de quémander et qu'elle reprend une position où elle se fait davantage respecter. Ça marche quand la relation est investie des deux côtés, en fait. Hmm. Mais là, elle a bien dû se rendre compte que c'était pas vraiment le cas, etc. Et Hmm. la manière dont elle a pu sortir de là, il n'y avait pas, il y avait pas vraiment d'autre issue pour restaurer son image d'elle-même et le respect qu'elle se devait à elle-même, que de elle alors reprendre une position haute. Elle a dit, écoute, ben voilà, si c'est pour rester dans une relation où moi je suis caché, etc., ça m'intéresse pas du tout, et donc, en termes plus polis, va te faire voir, quoi. En fait, ça s'est terminé comme ça. Voilà. C'est une histoire Mais triste. comment? C'est une histoire Une triste. fin triste, ça se discute. Bien sûr qu'il a fallu faire un deuil de. Alors, il y a encore eu un accompagnement pour qu'elle puisse faire un deuil de Hmm. cette relation. Et surtout arrêter de se pathologiser, en fait. Parce qu'il y avait un petit peu. Enfin, voilà, ça lui avait renvoyé une image négative d'elle-même, quoi, auquel elle avait commencé à adhérer un petit peu, quoi, en se disant, bah, Hmm. finalement, peut-être que je suis pas aussi désirable ou aussi respectable que je le pensais, puisqu'on me traite comme ça. Donc il a fallu déconstruire tout ça aussi. Mais je pense, enfin pour moi, c'est sûr que c'est une séparation et qu'on préfère les happy ends où tout le monde s'aime, etc. Mais il arrive malheureusement qu'une séparation soit une fin heureuse, en fait. Ça peut être un moyen d'arrêter de souffrir. Hmm. C'est vrai, ok, je ne pleure plus alors. Vous m'avez parlé d'une situation quand vous étiez éducateur il y a très longtemps, et je l'avais trouvée assez Ah oui, intéressante parce qu'elle montre le côté paradoxal. Est-ce que vous voulez bien me la partager? ah oui, 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 tout à fait, oui. Ça, c'est, oui, c'est une situation qui m'a marqué, puisque cela a eu lieu il y a, oh mon Dieu, presque 40 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier, en fait. Donc, j'étais effectivement éducateur, je venais de découvrir la thérapie brève, mais d'une manière très, vraiment, j'étais à l'aube d'une belle découverte, en fait, mais je n'y connaissais pas encore grand-chose. Et j'ai été éducateur dans un contexte assez pénible, c'est-à-dire je travaillais dans ce qu'on appelle en Belgique un IMP, un institut médico-pédagogique, dans lequel il y avait une quarantaine d'enfants qui étaient placés pour des faits de maltraitance et qui avaient l'étiquette de caractériel. En fait. Donc, vous savez qu'en thérapie brève, on n'utilise pas les étiquettes, mais j'utilise pour parler le langage de tout le monde. Euh, et donc il y avait beaucoup de violence dans cette institution. Il y avait pas mal de violence de la part des jeunes entre eux. Il y avait parfois aussi de la violence de la part de l'équipe éducative, malheureusement. Moi j'ai vu des éducateurs qui ouvraient des portes à coups de pied si les jeunes s'étaient enfermés à l'intérieur, etc. C'était très chaud. C'était une période où on faisait parfois des week-ends entiers avec des nuits qui étaient prétendument dormantes, mais si on arrivait à dormir 3 heures bout à bout, on était tout heureux en fait. Et c'était une maison, une ancienne maison de maître qui avait été convertie en foyer d'accueil, où il y avait 2 étages, et un des jeux des enfants était de faire monter un nombre effarant de fois l'éducateur sous les prétextes les plus divers, de l'aide aux devoirs, une dispute, etc., etc., quoi. Et donc je me retrouve dans un week-end comme ça, à la fin d'un week-end comme ça, où j'étais absolument éreinté. Et on m'avait effectivement fait monter un tas de fois les escaliers, et je n'en pouvais plus en fait. Et à un moment donné, j'entends des hurlements dans une chambre au deuxième étage, et de nouveau des cris, Dany, viens vite, il y a Alexia qui veut se jeter par la fenêtre. Alexia était effectivement une jeune fille qui n'était pas du tout bien dans sa peau et qui avait les meilleures raisons d'être mal, parce que en fait, elle n'avait plus que 2 doigts à la main gauche, parce que les 3 autres avaient été amputés, parce que son père lui avait
plongé dans une marmite d'huile bouillante. Effectivement, en termes de maltraitance, on peut comprendre qu'elle était tout à fait déstructurée, comme on dit. Et donc, je monte l'escalier 4 à 4 et je vois la scène où il y avait 3 ou 4 jeunes qui étaient en train d'essayer de ceinturer cette jeune fille, en train de lui dire non, surtout ne fais pas ça, arrête, tu, tu, tu vas voir, ça va s'arranger, c'est pas si grave, etc., etc. Et cette jeune fille qui tentait de se défenestrer. Et d'une manière absolument pas du tout préméditée, calculée, une fraction de seconde avant de le faire, j'ignorais que j'allais le faire. En fait, je regardais cette scène-là. C'est comme si j'avais craqué, en fait. Je dis, écoutez, là, j'en ai marre, ça fait la 50e fois que vous me faites monter, etc. Et donc, Alexia, si tu veux sauter, vas-y, saute. Il y a eu un moment de consternation générale où tout le monde m'a regardé comme ça. La jeune fille m'a regardé aussi en me disant salaud. Et puis tout s'est calmé, en fait. Et on a pu commencer à discuter. Les jeunes, je les ai renvoyés dans leur chambre, etc. Et la scène s'est terminée comme ça. Et je dois vous avouer que sur le coup, en fait, je m'en suis voulu, je me suis vraiment culpabilisé en me disant mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi, bon Dieu. Et donc, j'en ai parlé à Jean-Jacques Putezal, dont je vous parlais il y a un instant, qui était, voilà, que je connaissais à peine en fait, mais qui était devenu mon prof de pratique professionnelle. Et je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait une connerie, quoi, c'est grave, j'ai été autorisé quelqu'un à se suicider, à se jeter par la fenêtre. Et donc il m'a demandé de lui décrire la scène de la manière la plus précise possible, donc je lui ai expliqué. Et là-dessus, il m'a dit, ben, belle injonction paradoxale, voilà une belle prescription du symptôme. Je me suis dit, mais ah oui, c'est ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris qu'on pouvait empêcher une personne de recourir à certains comportements en lui prescrivant de le faire quand la tentative de solution de tout le monde était d'essayer de l'en empêcher. Hmm. Et donc, il me disait, mais si ça se trouve, tu lui as sauvé la vie, en fait. Elle l'a pas sauté. Et après, vous avez pu parler tranquillement et voir s'il y avait des alternatives à ce problème, etc., etc. Voilà. Hmm. Donc ça a été pour moi une situation très, très apprenante. Et vous voyez, je pense que dans ces moments-là où on est prêt à craquer, de deux choses l'une, soit on craque pour de bon, j'aurais pu peut-être me faire un burn-out, ou on devient un peu créatif en fait. Après, j'ai appris à faire ce genre d'intervention d'une manière beaucoup moins brutale en fait, et à utiliser ces prescriptions du symptôme et ces injonctions paradoxales d'une manière beaucoup plus soft. Mais donc j'ai fait l'apprentissage un peu violemment de l'intérêt que peuvent avoir ce genre de stratégie. Hmm. Parce que là, finalement, la personne, Alexia, elle était entourée de personnes qui lui disaient ne le fais pas, ne le fais pas, il y a plein de raisons de ne pas le faire. Et c'est là que Mais oui, vous arrivez à 180 degrés de ces c'est demandes-là. ça. Oui, merci de cet éclaircissement, sinon c'était incompréhensible. Oui, c'est ça, c'est parce que le discours de tout le monde, qui est le discours habituel avec les personnes qui tentent de se suicider, enfin qui font des tentatives de suicide ou qui font état de leur envie d'en finir, mais généralement la tentative de solution de l'entourage, c'est de dire mais surtout ne fais pas ça, et puis comme avec les grands dépressifs, on essaye de leur remonter le moral, de leur faire voir, leur dire mais La non, vie est la belle. vie n'est pas si dure, on essaye de leur montrer le verre à moitié plein là où ils ne voient le verre qu'à moitié vide, de leur faire remarquer qu'il y a quand même des sources de plaisir, de succès qui devraient sortir, qu'ils devraient changer les idées, et s'ils pouvaient le faire, ils n'hésiteraient pas une seconde. Mais pour eux, la vie est juste une souffrance en fait. Donc maintenant, bon, je le fais d'une manière beaucoup plus soft, mais ça reste, ça va quand même dans la même direction. C'est-à-dire que quand j'ai des personnes qui viennent en thérapie en disant que elles envisagent de mettre fin à leur jour, j'essaye de voir un petit peu comment l'entourage réagit en fait, parce que je vais y venir à mon intervention, mais il y a aussi une espèce de bénéfice secondaire pour la personne alors, quoi. C'est qu'elle se rend compte que en tenant ce discours-là, voire en faisant des petites, enfin des petites ou des grosses, des tentatives de suicide, elles obtiennent énormément d'attention, voire d'affection de la part de l'entourage. En fait, tout le monde est là, en train
de faire attention à eux, de les traiter avec délicatesse, etc., etc. Et donc, encore une fois, ce sont des attitudes dictées par une forme de bienveillance, d'affection, etc., mais qui font l'effet inverse, en fait. C'est-à-dire que pour l'inconscient de la personne, l'apprentissage qu'elle fait, c'est si je vais mal, si je menace de me suicider, tout le monde s'intéresse à moi, tout le monde est gentil avec moi. Donc je continue, en fait. Hmm. Donc ça peut être piégeant. Donc maintenant, bon, je le fais évidemment d'une manière beaucoup moins hard que dans l'exemple que je vous ai cité là, mais je leur dis en fait que si vraiment elles ont ce projet-là, je n'ai aucun moyen de les en empêcher. En fait, je ne peux pas être derrière eux, je vais les voir 1 heure, peut-être de manière relativement rapprochée si c'est nécessaire, mais ce sera quand même. Je ne peux pas être 24 heures sur 24 derrière elles pour les empêcher de se suicider. Ou alors le seul moyen que je connaisse, ce serait de vous faire hospitaliser. Et là, on va vous installer sur un lit, on va vous sangler, on va vous nourrir avec des Baxter, et là, vous ne vous suiciderez pas. Mais est-ce que c'est ça la vie que vous voulez, quoi? Mais par contre, si vous avez envie de vous suicider, c'est probablement parce que pour vous, la vie, c'est une souffrance. Vous devez vivre sans doute une situation qui, pour vous, génère une souffrance insupportable et vous ne voyez pas d'autre sortie, en fait. Et donc, quand on ne voit pas d'autre sortie, il y a toujours celle-là, une sortie définitive. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on réfléchisse ensemble à peut-être imaginer d'autres sorties que celle-là? Et là, ça ouvre la place à problématiser, à essayer d'identifier quel est le problème pour lequel la personne envisage cette tentative de solution radicale de mettre fin à ses jours, et effectivement de trouver aussi des tentatives de solution, de les inverser, et de leur permettre de retourner vers la vie avec un problème résolu, etc., quoi. Mais le premier mouvement, c'est encore une fois de reconnaître. Enfin, on peut, il y a vraiment une constante dans tout ça, c'est qu'on ne peut faire bouger quelqu'un de là où il est que si on va d'abord le rejoindre. Qu'on voit la situation par ses yeux et qu'on reconnaît que oui, il y a plein de raisons là de penser à ça, en fait. Mais il y a peut-être d'autres moyens d'en sortir que celui-là. Hmm. Quel conseil on pourrait donner à toutes les personnes qui s'apprêtent à passer des repas de Noël ensemble et à essayer de remonter le moral de tous les dépressifs de la famille? Quel conseil on pourrait donner? Donc de ne pas rassurer, d'essayer de se Oui, de ne mettre pas à côté. rassurer, c'est ça. De reconnaître il y a de bonnes raisons de, de se sentir mal. Je souris parce que à chaque fois qu'on échange comme ça, j'ai des tas d'exemples qui me viennent en tête et je suis obligé De lutter. de lutter. Sinon. Quel est cet Je- exemple qui vient? Mais je me rappelle d'une dame qui était en dépression depuis une douzaine d'années. Et son mari était très touchant parce il voulait absolument aider sa femme, en fait. Mais malheureusement, tout ce qu'il faisait pour l'aider aggravait le problème. Elle travaillait dans une équipe, elle était appréciée pour ses compétences, elle était pressentie pour reprendre la place de son N+1. Mais elle n'était pas la seule. Il y avait une deuxième personne de son équipe qui était pressentie pour la même chose et elle n'aimait pas trop les situations conflictuelles. Et donc elle a commencé à faire de l'évitement et en gros à dire ah ben je sais pas, peut-être que ben, finalement la place c'est pour toi, mais ça ne lui avait pas plu. Donc elle avait commencé à se sentir pas bien là-dedans, elle avait été trouver un médecin qui lui avait prescrit des antidépresseurs, des jours de repos, et donc en gros son médecin aussi, avec de bonnes intentions et beaucoup de bienveillance, avait renforcé ce processus d'évitement en fait, et donc ça devenait de plus en plus difficile pour elle de retourner au boulot, d'expliquer pourquoi. Alors elle était gênée du fait parce que une dépression c'est quand même pas comme une jambe cassée, ça se voit pas, et donc on va penser que je suis en train de carotter, etc. Donc elle retournait plus au boulot. Elle a été alors orientée chez un psychiatre et hop, petit à petit, ça faisait 12 ans qu'elle travaillait plus et qu'elle était en dépression en fait, quoi. Et que son mari avait, avec bienveillance, vraiment toutes les tentatives de solution classiques, c'est-à-dire de lui dire allez, ça va aller, secoue-toi un peu, tu devrais sortir, viens, on va aller au restaurant. Et puis elle s'était non, 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 je ne suis pas capable, il va y avoir des gens, non, 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 ben, allons au cinéma, non, non, je ne peux pas, etc. Et donc voilà.
Et, et donc, en fait, j'avais commencé à travailler avec elle avec des tout petits objectifs, en fait, parce que avec quelqu'un qui voit tout en noir comme ça, si on fixe un objectif trop élevé, elle va probablement échouer et ça va être contre-productif. Elle va s'adresser le message qu'elle n'était pas capable. Et donc, d'une part, avec elle, j'avais travaillé les tout petits objectifs. Je lui avais dit, bah, vous avez plein de bonnes raisons d'être déprimé là-dedans, en fait. Mais il y a certainement des moments où vous êtes encore plus déprimé, en fait. Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez à quel moment est-ce que vous êtes au pire, au fin fond du fond. Et là, elle m'avait dit, ah, ben c'est quand elle avait deux enfants qui étaient des jeunes adultes. Il m'avait dit, c'est quand mon fils rentre du travail, il fait un travail très très salissant. La seule chose que j'arrive encore à faire, c'est à tenir ma maison en propre, en ordre, etc. Et lui, il arrive, il passe la porte, il dépose sa frigo-box qui est pleine de graisse, ça tombe sur mon parquet. Il s'essuie pas les pieds, il enlève tous ses habits là où il tombe, etc. Et puis il va ses chaussures sont pleines de boue, d'huile, de vidange, tout ça. Et puis il va dans la salle de bain, il sort de là, il est impeccable. Je dis mais qu'est-ce que vous faites? Ben, lui, ben, je ramasse ces trucs, je nettoie, etc. Quoi. Donc chaque fois qu'elle faisait ça, elle s'adressait encore une fois le message que enfin, ce n'était pas très valorisant d'être juste la domestique de son fils, quoi. Hein. Et donc je lui avais demandé de réfléchir aux pires choses qui pourraient se passer si elle disait à son fils il y a un paillasson ici, tu t'essuies les pieds ou t'enlèves tes chaussures. Donc elle avait affronté toutes les réactions désagréables que son fils pourrait avoir de manière imaginaire. Elle avait trouvé que finalement il n'allait pas non plus la tuer parce qu'elle lui demandait ça, donc elle l'a fait. Donc elle s'est adressée à un message un petit peu plus valorisant et petit à petit, d'objectifs minimaux en objectifs minimaux, on est arrivé à ce qu'elle envisage même de reprendre son travail en fait. Et donc j'avais continué à la freiner en disant mais vous ne vous rendez pas compte, ça fait des années que vous n'y allez plus, là vous voulez reprendre. Non, non, annoncer alors aux gens que d'abord demander un carton médical éventuellement, et puis annoncer aux gens que vous allez probablement pas tenir, parce que sinon vous allez les mettre dans une situation embarrassante, ils vont devoir refaire les horaires, etc. Voilà. Alors, il y avait deux anecdotes marrantes, enfin, avec le recul, dans cette situation-là. C'est que j'avais en même temps dit à son mari, arrêtez d'essayer de la rassurer et de l'inviter à voir les choses de manière positive. Dites-lui plutôt, bah, pour le moment, tu n'es pas en état d'aller au restaurant, etc. Tu n'es pas en état d'aller au... Vous devez la freiner, en fait. Et en fait, le fait de faire ça commençait à piquer un peu son épouse. Elle disait, bah, Hmm. attends, si, je peux peut-être aller au cinéma avec toi quand même. Quoi. Et, Hmm. et alors, cet homme m'avait pris au pied de la lettre et il m'avait téléphoné à un moment donné pour me dire, écoutez, monsieur Gervinet, là, je suis vraiment embarrassé parce que je n'arrive plus à la freiner. Hein. Il me disait, elle sort, elle va au restaurant, elle va au cinéma. Il n'avait pas compris que c'était une stratégie. Oui, non, c'est ça. Quoi. C'est freiné pour qu'elle fasse un truc, en fait. Oui, c'est ça. Ok, Donc voilà. très bien. Anecdote sympathique. Alors l'autre Euh, anecdote, si je peux me permettre de lancer, ça peut paraître enfin c'est une pique par rapport à la psychiatrie, c'est que la difficulté que cette femme avait à reprendre son travail, c'est que les médicaments étaient quand même assez puissants et que ça l'obligeait à dormir 2 ou 3 heures chaque après-midi. Elle disait, ça va jamais le faire, ça, si je dois tenir une journée entière, elle dit, les médicaments vont me casser. Donc je lui avais dit, bah écoutez, moi je ne suis pas du tout médecin ni psychiatre, je n'ai absolument pas le droit de changer votre médication, mais ce que vous pourriez faire, c'est retourner chez votre psychiatre pour dire que ça va un petit peu mieux et voir s'il ne serait pas OK d'alléger un petit peu votre traitement, en fait. Quoi, hein. Et donc, elle était repartie avec ça. Puis je la revois à la séance suivante et je lui dis, mais alors, tiens, vous avez vu votre psychiatre, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, elle me dit, il m'a répondu, je savais que je finirais par y arriver avec vous. Et donc ça faisait des années qu'il cherchait la bonne molécule et il s'était dit, ah, cette fois-ci j'ai trouvé, c'est grâce à ça que ma patiente va mieux. Et donc il s'était attribué tout le le mérite succès. du changement, ce qui était embêtant en fait, parce que d'une certaine manière, cette dame
du coup, avait tendance à le croire et hésitait un peu à réduire son traitement. Donc j'ai dû lui dire que, certes, peut-être que le médicament n'y était pas tout à fait pour rien, mais que c'était surtout le fait d'avoir agi d'une manière différente qui lui avait permis d'aller mieux, etc. Sinon, voilà. Donc Hmm. voilà le souvenir que vous avez fait surgir avec vos questions très pertinentes. Merci. Alors j'aimerais savoir, parce que je sais qu'il y a alors il y a beaucoup de gens dans les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas, qui ne connaissaient pas l'approche systémique, Mm. d'autres qui sont curieux et qui la connaissent un peu. Quelles pourraient être Mhm. les ressources que vous conseillez aux auditeurs et auditrices pour les personnes qui voudraient approfondir l'approche systémique et cette idée de 180 degrés? Il y a le livre d'Emmanuel Piquet, Faites vos 180 degrés, qui est, je trouve, très accessible et qui peut être utile à des tas de gens. Ben, sinon, vous me tentez, il y a toujours la possibilité de lire mes propres ouvrages. Euh, et puis peut-être qu'un conseil qui pourrait être utile d'une manière plus générale, qui peut-être plus pragmatique, c'est de se poser la question de savoir quand on est dans une situation difficile, qu'on vit d'une manière douloureuse, je sais pas, une relation avec un collègue, avec un parent, avec un enfant, etc. C'est d'essayer de se dire, est-ce que je suis pas en train de faire une espèce de forçage improductif, en fait. Je pense que cette idée de forçage, quand on est en train d'essayer de vouloir d'une manière, c'est un pléonasme très, très, très volontariste en fait, et qu'on essaye de forcer l'issue d'une situation ou l'issue d'une relation, c'est probablement qu'on est embarqué dans des tentatives de solution qui aggravent les choses. Donc ça vaut peut-être la peine à ce moment-là de prendre un petit peu de recul, de se dégager de ça et de se dire attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train d'envoyer comme message à cette personne qui vraiment ne marche pas, qui me vaut des feedbacks de plus en plus douloureux? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent en fait? Je pense que cette notion de forçage, elle peut être intéressante. Quoi. C'est la définition même d'une tentative de solution. C'est que c'est un effort volontaire, conscient, qu'on met en place pour résoudre un problème et qui ne marche pas. Comment est-ce que Donc je ça le peut être ressens? Comment intéressant. je peux m'en rendre compte? Comment je peux me rendre compte que je fais un forçage? Parce que je peux peut-être vous prendre une situation personnelle, je ne sais pas Mhm. si... euh, c'est plus compliqué, évidemment, c'est plus facile pour moi, en tant que thérapeute, de repérer la tentative de solution inefficace d'une personne que quand on est soi-même pris dans une situation problématique et de se dire mais qu'est-ce que je fais qui marche pas et qu'est-ce que je pourrais faire en sens inverse. Mais je pense que l'indicateur, c'est l'inconfort et puis le feedback qu'on peut recevoir de l'autre personne, en fait. Si on se rend compte que on vise un apaisement, par exemple, et qu'on se rend compte que bah, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait ne fait en sorte que Mm. d'exaspérer davantage Ça l'autre, marche pas, quoi. c'est Mm. probablement que ça marche pas et qu'il faut changer Mm. de stratégie. Donc Mm. l'exemple personnel que je peux vous donner, c'était lors d'une dispute avec une dame qui était à l'époque ma compagne. Et je ne me rappelle même plus du motif de la dispute, moi, en fait. Mais je me rappelle en tout cas donc on était un couple non cohabitant, elle devait passer quelques journées chez moi, et puis finalement, suite à cette dispute, elle commence à décider que bah, non, ça suffit comme ça, qu'elle va s'en aller, etc. Et je commence à dire, mais non, ne fais pas ça, c'est dommage, on a encore quelques beaux jours devant nous, ça vaut pas la peine de monter cette affaire en épingle, si, je vais m'en aller, et puis elle commence à faire ses bagages, à continuer je disais, mais enfin, c'est dommage. Moi, on s'entend, à part cette dispute-là, on s'entend quand même bien. Je comprends que tu t'énerves, mais c'est peut-être excessif. Et non, non, non. Et elle voulait rien savoir. Et à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Moi, je suis en train de quémander qu'elle reste, alors qu'elle me parle sur un ton qui est tout sauf agréable. Et de toute façon, ça marche pas, puisqu'elle est là en train de faire ses bagages, etc. Et tout. Donc j'ai pris un petit peu de recul, je me suis installé dans mon divan, j'ai la chance d'avoir un petit feu ouvert là qui m'aide
à prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Et puis je me suis dit, mais finalement, en fait, je suis en train le message que je suis tout le temps en train de lui envoyer, c'est, bah, tu dois pas partir, tu dois rester avec moi, en fait. Et puis ça marche pas. Plus je lui dis ça, et plus elle s'énerve, et plus elle veut partir. Donc je me suis dit, bah, allons dans l'autre sens, en fait. Et on peut faire ça tout en restant, on peut être parfaitement stratégique tout en restant sincère, en fait. Hein. Moi, je me suis dit, mais au fond, c'est vrai que de son point de vue à elle, elle a de bonnes raisons de m'en vouloir, qu'elle n'est pas bien ici, et donc, je ferais peut-être mieux de reconnaître ça, en fait. Et donc je lui dis, écoute, voilà, moi j'ai des sentiments pour toi, c'est vrai que j'aurais préféré que ça se passe bien, mais je comprends qu'après ce qui vient de se passer, tu sois mal et que tu sois en colère. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que tu sois heureuse. Donc, si tu penses que tu seras plus heureuse en t'en allant, ben, c'est OK pour moi, en fait. Donc, vas-y, si tu veux. Est-ce que tu veux que je t'aide à faire tes bagages, quoi? Bon, là, je le raconte sur un ton un peu ironique. J'étais pas si fier dans la situation réelle, mais quand même, j'ai été jusqu'à lui proposer ça en disant, écoute, y a pas, si t'es pas heureuse avec moi, moi j'ai envie que tu sois heureuse. Donc, je reconnais que c'est peut-être une bonne chose que tu y ailles, quoi. Tout de suite, l'agressivité s'est arrêtée, en fait, mais elle restait quand même un peu boudeuse. Et puis, j'ai réellement aidé à boucler la valise. J'ai proposé de la descendre dans l'escalier parce que c'était lourd, et d'aller la mettre dans le coffre de la voiture. Et là, elle s'est arrêtée, elle m'a dit, mais enfin, attends, on peut peut-être parler. Ah, puis je dis, oui, mais bien sûr, ma chérie. Et donc, on a commencé à parler, on a trouvé une autre issue que la séparation, en fait. Donc, effectivement, je pense que dans certains cas, quand on se rend compte que ce qu'on est en train de dire ou de faire ne fonctionne vraiment pas et produit le résultat inverse de celui qui est visé, qui est souhaité, bah, il faut aller dans l'autre sens, quoi. Mais Hmm. c'est pas, c'est plus difficile quand on est soi-même confronté à la situation que quand c'est quelqu'un d'extérieur qui vient nous expliquer dans quelle situation il s'est enferré, quoi, bien sûr. Hmm. Mais c'est possible. Tout à fait. Merci pour ce message d'espoir. Alors, s'il y avait une seule chose à retenir de tout notre échange, qu'est-ce que ça serait? Si ce que vous faites ne marche pas, faites l'inverse. Merci beaucoup, Dany, pour tous ces anecdotes et toutes ces idées qui, je suis sûre, vont inspirer les auditrices et auditeurs. Et pour les auditrices et auditeurs qui souhaiteraient continuer à muscler leur répartie, n'hésitez pas à aller télécharger les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail que vous trouverez en lien dans cette vidéo. Un grand merci, Dany, et puis une excellente journée. À bientôt. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Bonne journée à vous aussi.